Ça fait 10 ans que tu es au SMUR, c'est l'ambulance du SAMU. On est les équipes d'intervention qui vont aller sur le terrain. Et t'en as qui racontent n'importe quoi pour que tu viennes. Oui, est-ce que vous pouvez venir? Il y a un monsieur qui est inconscient sur la voie publique et quand tu interviens, c'est toujours la même personne. Il simule et son kiff dans la vie, c'est ça. Il y a des mecs qui font ça. Mon plus jeune suicide, c'est 12 ans. Et tu vois, mon plus vieux, c'est 92 ans. Elle avait laissé une lettre d'adieu. J'avais fait l'erreur de la lire. Et la violence des mots, je lirai plus jamais les courriers d'adieu qu'ils laissent les gens. Aux 18 ans d'un jeune homme, ils foutent une alliance sur la verge de leur pote. Ça a totalement nécrosé et ils ont dû lui couper. Ils ont dû couper quoi? Sa verge? Mais non. Mais si. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Thomas, il est au SMUR. Vous savez, le SAMU, le SMUR, il est ambulancier. Il a passé plus de 10 ans au SMUR, il y est encore d'ailleurs, donc on ne va pas donner le lieu exact où il est pour les victimes, mais il va essayer de nous raconter de l'intérieur son métier. C'est lui qui s'est inscrit. Si d'ailleurs vous voulez faire pareil et venir nous raconter votre métier ou une anecdote de vie extraordinaire, vous êtes les bienvenus. Il suffit juste d'envoyer un petit mail avec votre numéro de téléphone et quelques anecdotes que vous allez raconter. Abonnez-vous si vous avez 2 secondes avant que l'émission commence sur YouTube. Vous pouvez commenter la vidéo, la liker et puis mettre la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines sorties. On vous met 3 vidéos par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. Et en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon. On vous met aussi le son. Ça, vous pouvez nous écouter si vous êtes dans les transports, ou vous êtes au sport, ou en cours, ou alors au boulot. Vous pouvez nous écouter de partout. En tout cas, merci de faire de Légende, premier podcast de France. Et c'est parti avec Thomas du SMUR sur Légende. On y va. Salut, c'est Thomas. Je suis ambulancier au SMUR, les équipes d'intervention du SAMU. J'ai fait énormément d'interventions. Je vais essayer de vous en dire quelques-unes sur Légende. Voilà, bienvenue, magnifique Thomas. Bizarre de te recevoir. Tu n'as jamais fait d'interview, tu nous as envoyé un mail, c'est ça? Exactement, ouais. Je suis un grand fan de l'émission et à chaque fois, tu répètes qu'on peut envoyer un petit mail avec l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai mon beau-frère qui est un super fan de l'émission qui m'a dit allez, lance-toi. Ma femme également qui me pousse à chaque fois. Et elle me dit allez. Et c'est ce que j'ai fait. Eh ben, merci beaucoup à eux. Et puis tu vois que ça marche vraiment. Exactement. Alors pour être très honnête, c'est un peu long. Surtout sur Thomas, d'habitude non. Ça arrive que parfois vous envoyez des mails et vous êtes assis là une semaine après. Et là, ça a mis 1 an et demi. Exactement. Je ne sais plus pourquoi, il y a eu des galères de planning. Il y a eu, exactement. Donc, sois le bienvenu dans l'émission. Je te remercie. Ça fait 10 ans que tu es au SMUR. Oui. Alors, il y a le SMUR et le SAMU. Alors, moi, je n'ai jamais vraiment compris exactement la différence. Donc, si tu veux bien l'expliquer, puis après, tu vas raconter des anecdotes que tu as vécues de l'intérieur. C'est intéressant. On voit des ambulances du SMUR ou du SAMU passer. On ne sait jamais trop ce que vous vivez de l'intérieur, quoi. Donc, le SAMU, c'est le service. Donc, dans un hôpital, tu as plusieurs services, le service de cardiologie, etc. Le SAMU, c'est le service de l'aide médicale d'urgence. Et nous, le SMUR, donc la structure mobile d'urgence et de réanimation, qui sommes C'est l'ambulance du SAMU? Bah oui, en fait, on est les équipes d'intervention qui vont aller sur le terrain. Ok. Donc, c'est la même chose. C'est juste que vous vous déplacez. Ouais, le SAMU ne se déplace pas, maintenant. En fait, le SAMU, c'est le service. Oui, et en fait, et le SMUR, c'est les équipes d'intervention. C'est les ambulances du SAMU. Voilà, les équipes d'intervention. Bah, ok. Pour essayer d'être... toi, t'es rentré à quel âge? Moi, j'avais 25 ans. 25 ans quand j'ai commencé à faire du SMUR. J'ai été diplômé, je devais avoir 23 ans. J'ai fait un peu d'ambulance privée. Et puis, quand j'ai passé mon diplôme d'État, j'ai passé des stages au SMUR et j'ai tout de suite su que c'était ça que je voulais faire. Donc, j'ai fait un petit peu de privé pour avoir un petit peu d'expérience. Et après, je me suis formé pour pouvoir intégrer le SMUR. Là, tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 37 ans. 37 ans, ouais. Tu as plusieurs enfants? Oui, 3. 3. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et voilà, j'ai un garçon, 2 filles. Ta femme travaille dans le médical ou rien à voir? Non, pas du tout. Elle travaille à la CPAM. D'accord. Voilà. On va pas dire exactement dans quel hôpital tu es parce que tu le voulais pas, non pas parce que tu veux cacher, c'est juste comme tu vas raconter des anecdotes vécues, tu veux pas qu'il y ait des gens qui se reconnaissent à juste titre. Ouais. Donc on va juste donner peut-être la région. De quelle région tu viens? Des Hauts-de-France. On embrasse les Hauts-de-France, alors pas de problème. Et donc tu vas travailler là-bas il y a 10 ans, tu vas être formé, tu vas être conducteur, parce que vous êtes 3, je crois, dans une ambulance du SMUR. Ouais. Toi, t'es le pilote? Ouais, c'est ça. Moi, je vais, dans un premier temps, être celui qui conduit l'équipe médicale sur place. Et donc, je fais équipe avec un infirmier et un médecin. C'est quoi ton rôle, toi, concrètement, pendant l'intervention? Qu'est-ce que tu fais? Donc, quand le ticket de départ va sortir, nous, on va déjà... Quoi, le ticket de départ, pardon? Le ticket de départ, en fait, c'est une feuille qui sort chez nous, chez les ambulanciers, où va être répertorié où ça se passe l'intervention, la nature de l'intervention, etc. Donc nous, les infos, quoi. Voilà, les infos principales pour que nous, on ait un minimum d'éléments pour pouvoir partir. Et donc,
Pour savoir sur quel type d'intervention tu vas, s'il y a besoin de 2 ambulances, s'il y a des enfants, pas d'enfants. Voilà, c'est ça la nature de l'intervention pour que nous, on se prépare. Voilà, exactement. Et donc nous, ça va être de voir où se passe l'intervention pour pouvoir identifier l'itinéraire le plus rapide et le plus adapté. Je te donne un exemple. Si tu dois aller à l'autre bout de la ville, qu'il est 16h30, que la ville est bondée, tu vas pas passer par le centre-ville parce que tu vas perdre du temps et puis tu vas prendre même avec les gyrophares, ouais. Ouais, carrément, ouais, tu vas prendre plus de risques. Les gens, ils se poussent ou pas, en vrai, quand ils voient le SAMU, le SMUR arriver? Ouais. T'as vraiment tout type de comportement. Il y a des mecs qui en ont rien à foutre? Ouais, carrément. Ouais, il y en a qui bougent pas. Tu t'énerves pas, parfois? Non, ouais. Non, m'énerver, non, m'énerver, non, mais t'as vraiment tout type de comportement. T'as celui qui va pas bouger, t'as celui qui va taper une grande accélération. Moi, la dernière fois, je suis allé sur une intervention sur une 2x2 voies. J'étais voie de gauche, derrière un jeune permis. Il a pilé et il s'est arrêté au plein milieu de la voie. Donc j'ai dû l'éviter. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle a paniqué sûrement. Mais tu vois, au-delà de ça, je trouve qu'on devrait avoir, tu sais, une initiation, tu sais, dans les auto-écoles, comment se comporter quand on a un véhicule d'urgence. Tu te pousses en fait, voilà, c'est compliqué. Ouais, mais parce qu'il y en a qui se poussent, mais il y en a vraiment qui se mettraient dans le fossé pour te laisser passer. Tu vois, c'est bienveillant. Tu vois, c'est bienveillant, tu vois, et les gens ils veulent te laisser passer, mais il y en a vraiment. J'ai déjà vu des gens éclater des jantes ou des pneus sur des bordures pour te laisser passer, quoi. Tu vois. J'ai entendu dire que les ambulances classiques, je parle pas du SMUR, les ambulances ambulanciers privés, n'avaient pas le droit d'allumer le gyrophare sans l'escorte de la police. Qu'en fait, c'est vraiment uniquement, ils sont censés avoir l'escorte de la police. Non, pas du tout. En fait, ils sont rentrés... J'ai vraiment des bonnes informations depuis le début de l'émission et c'est important de les partager avec vous. Non, en fait, pas du tout. En fait, ils sont rentrés dans l'urgence pro-hospitalière depuis des années déjà. Et en fait, ils sont missionnés par le SAMU parce qu'en fait, quand tu appelles le 15, on t'envoie pas forcément une équipe médicale du SAMU. Nous, on n'intervient que si c'est nécessaire. Donc en fait, quand tu vas appeler le 15, ils vont t'envoyer soit une ambulance privée à ton domicile ou soit les sapeurs-pompiers. Donc en fait, quand ils sont missionnés par le SAMU, ils ont une mission d'intérêt public, donc ils ont le droit d'allumer leur gyro aussi. T'es stressé avant d'aller sur une intervention ? Non, stressé, non. Je ne vais pas dire que selon la nature de l'intervention, oui, il y a des choses que tu t'appréhendes un peu plus, notamment quand ça concerne des enfants, etc. Stressé, non, c'est pas. Ou alors c'est un bon stress. Tu l'étais au départ ? Au tout début, ouais, forcément. Forcément, quand tu commences, parce que tu es observé, t'as pas le droit à l'erreur, tu sais que. Enfin voilà, quoi, tu sais que si tu fais une erreur, ça peut se payer cash. Donc oui, au début, mais là maintenant, non, avec l'expérience, etc., non, je suis pas stressé. Parce qu'au départ, tu as eu une très grosse affaire. Ouais. Quand tu as commencé, tu as commencé à quel âge ? À 25 ans. À 25 ? Ouais, 25 ans, j'ai fait des choses avant, quand j'étais étudiant, etc. Et puis il y a eu des changements de plan, et puis du coup, je me suis orienté vers le diplôme d'état d'ambulancier. Et ouais, j'ai commencé à 25 ans, j'ai trouvé ma voie assez tard, mais voilà. Et dans une de tes premières sorties avec le SMUR, tu vas être appelé sur un engin agricole, sur un accident avec un engin agricole. Exactement. En fait, j'étais en stage. Parce que quand tu es à l'école des ambulanciers, tu passes différents stages, et notamment au SMUR. Et paradoxalement, avant cette intervention-là, j'avais jamais vu de mort. T'avais jamais vu une personne décédée ? Non, jamais vu. Et donc voilà, on est appelé pour une personne coincée dans une machine agricole. En fait, si tu préfères, il y a un agriculteur qui passait par là et qui voit qu'il y a une machine en route avec personne autour, etc. Et qui s'avance et qui découvre qu'il y a un monsieur coincé à l'intérieur. Donc voilà. C'est quoi la machine agricole ? C'est une moissonneuse-batteuse ? Une arracheuse à betterave. Une arracheuse à betterave. On vous met une photo que vous compreniez. Voilà, c'est une arracheuse à betterave. Et en fait, donc nous, quand on part, le ticket de départ sort. Donc on a tout ce qui est information, donc le lieu de l'intervention, la nature à peu près, etc. À peu près l'âge de la victime, etc. Et en fait, donc j'ai les collègues qui me disent, prends un manteau et puis tu nous suis. Sauf que sur les manteaux, il y a, tu sais, la fonction qu'on a ambulancier, infirmier ou médecin. Donc voilà, donc on intervient, on s'aperçoit rapidement qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce que la victime est sectionnée au niveau de la taille en deux. Donc, bien en deux parties. Ouais, exactement. En fait, si tu préfères, il a essayé de nettoyer sa machine après sa journée de travail ou je sais pas. Et en fait, le tuyau s'est pris dans une sorte de vis sans fin et il a été happé. Et en fait, il a été sectionné au niveau de la taille. Quel âge il avait ? Il avait 27 ans. Jeune. Et en fait, quand on arrive, il n'y a plus rien à faire. Voilà.
Et donc le médecin est en train de constater avec les gendarmes, les pompiers, etc. le décès. Il rédige le certificat de décès. Et puis nous, on est en train de discuter avec les pompiers, les gendarmes, etc. Et j'entends un hurlement. Un hurlement, et en fait c'est la maman qui vient et qui essaye de venir voir ce qui se passe. Et il y a des gens qui l'empêchent de passer. Et puis au bout d'un moment, ils lui disent allez voir le médecin du SAMU, il va vous en dire un peu plus. Donc elle arrive toute hurlante, etc. Moi je suis un peu de dos, je ne vais pas faire le voyeur en essayant de regarder comme ça par-dessus l'épaule. Et en fait, je sens à un moment donné les cris se rapprocher, elle me tape sur l'épaule et je me retourne et en fait c'est à moi qu'elle s'adresse. C'est à moi qu'elle s'adresse, donc avec toute la détresse que tu peux imaginer, les hurlements, la douleur, etc., en essayant de savoir un peu ce qui s'est passé. Et moi, je comprends pas. Je suis stagiaire, j'ai jamais vu c'était ma première mort violente en plus. Donc voilà, on en discutait avec les collègues pompiers, etc., gendarmes. Et en fait, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle me parle à moi, etc. Et j'ai pas de mots. Je sais pas à ce moment-là lui dire. Madame, vous vous trompez de personne, je suis pas le médecin du SMUR. Et en fait, c'est le vrai médecin du SMUR qui vient la chercher, qui la prend un peu sur le côté pour lui expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Et voilà, quoi, c'était vachement... c'était terrible. C'était terrible parce que moi, c'était ma première intervention. Et puis, au-delà de ce que j'avais sous les yeux, il y a la détresse de cette maman-là. La détresse, les hurlements. Et c'est ce qui est aussi ça violent dans notre métier, c'est que on voit des choses atroces, mais il y a aussi la famille. Et pour moi, je le dis souvent, quand on me demande ce que je fais, on me dit ouais, oh là là, tu dois voir des choses atroces, etc. Mais il y a effectivement cette partie-là, mais il y a aussi la partie famille. Tu sais, la famille en deuil. Les gens vivent, quoi. Ouais, exactement. C'est ce qui, franchement, pour moi, c'est beaucoup plus violent, ça à gérer, que voir ce que je vois au quotidien. Vous êtes formé à parler aux familles ? Nous, non. Dans notre cursus, un petit peu, mais pas. Après, nous, c'est pas notre rôle d'aller annoncer le décès. C'est le rôle du médecin. C'est lui qui va annoncer le décès. Donc nous, en équipe, on va l'accompagner, etc. Mais non, on n'a pas de formation pour annoncer le décès, non. Parfois, tu es là, quand même. Oui, bien évidemment. Ouais, bien évidemment, puisqu'on est une équipe. Donc, on est là pour annoncer le décès. Ouais. T'es touché ou plus maintenant ? Touché, oui, il y a des interventions qui m'interpellent plus que d'autres, c'est sûr. Après, moi, je me suis blindé avec l'expérience, etc. Je vais pas, ça serait hypocrite de dire que ça m'empêche de dormir ou des choses comme ça, mais oui, il y a des situations qui t'interpellent plus que d'autres. Ouais. Genre les enfants, j'imagine, toi qui es papa. Exactement, ouais, les enfants. Ouais, forcément, les enfants, toi. Mais après, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est de transposer, tu sais, de faire un transfert avec les enfants, etc. Voilà. C'est la façon dont j'ai de me blinder, c'est que quand je me change, je mets la tenue au vestiaire, et voilà, le Thomas du SMUR, il reste au SMUR, et je redeviens le Thomas de la vie civile, voilà, qui a des enfants qui sont en bonne santé, et voilà, je suis content d'aller les retrouver. Quand tu vois un monsieur comme ça, coupé en deux, un agriculteur, t'as pas de cauchemar la nuit, au départ, quand tu commences en tout cas ? Non, non. Pas le Thomas, pas le SMUR, là. Ouais, Thomas, non, mais je pas pense... du SMUR. Non, comme je t'ai dit, moi je laisse tout ce qui est au SMUR, je le laisse au SMUR. Et non, ça m'empêche pas de dormir. Et je pense que si un jour ça m'empêche de dormir, je pense que ça sera peut-être temps de faire autre chose. Mais non. Voilà, après c'est sûrement ma façon de me blinder aussi. Non, mais si tu arrives à le faire, c'est très bien. Et tu gardes jamais de contact avec les gens que tu vas aider ? Non, c'est compliqué. On fait tellement d'interventions. Non. Et puis il faut pas, je pense, parce que tu pourrais créer des liens, etc. Ça pourrait à ce moment-là t'atteindre, mais non. On n'a pas de lien. Est-ce que parfois tu as des nouvelles après, quand tu vas sauver, etc., quelqu'un ? Est-ce que tu as des nouvelles des enfants quand tu sauves je sais pas, tu fais un bouche à bouche à une personne dans la rue ? Est-ce que parfois tu as des nouvelles quelques temps après de leur part ? Non, c'est rare. C'est rare parce que nous, c'est ça aussi l'inconvénient de notre métier, c'est que dès qu'on les a stabilisés et amenés aux urgences, voilà, le personnel des urgences prend le relais et nous, on se reconditionne pour une autre intervention. Non, mais par contre, j'ai un souvenir d'une jeune fille. On fait son papa d'un arrêt cardio-respiratoire et malheureusement, on ne le récupère pas. Et donc, quand c'est comme ça, tu discutes, bien évidemment, il y a un accompagnement. Tu pars pas comme ça, bon voilà, tu t'annonces pas brutalement, il y a un accompagnement. Et dans la même semaine, ou dans les 15 jours,
on est appelé pour un jeune homme de 25 ans, en arrêt cardio-respiratoire aussi, qui faisait du sport. Et en fait, il était complètement enfermé chez lui. Et en fait, avec la chaleur, il a fait un arrêt cardio-respiratoire, tu sais. Donc c'est-à-dire qu'il arrête de respirer? Voilà, ouais, en fait, son cœur s'arrête dû à l'effort. Et on appelle ça une hyperthermie maligne, tu sais. Et donc, il fait un arrêt cardiaque. Et quand j'arrive, je reconnais cette fille qui venait de perdre son papa dans la semaine. Donc, en fait, dans la même semaine, elle perd son papa d'un arrêt cardio-respiratoire. Et son mari, qui était en train de faire du sport à l'étage, boum, fait un arrêt cardio-respiratoire. Et quand j'arrive, nos regards se croisent et on se reconnaît tout de suite, tu sais. Et donc voilà, lui, par chance, on le récupère, son mari. Et quelques jours après, je ressors du centre hospitalier et elle est en train de fumer avec sa maman. Et du coup, forcément, le dialogue se crée parce que forcément, on s'est reconnu sur l'intervention. Et elle sait que c'est moi qui ai intervenu et sur son papa et sur son mari. Donc oui, forcément, on a échangé. C'est l'une des seules fois où j'ai vraiment eu un contact. Vous êtes payé dans les quoi, à peu près, une fourchette de prix pour... Il y en a qui ont envie de faire ce métier comme toi, tu vois, c'est payé à peu près combien? On va dire que quand tu commences, tu es aux alentours de 1 700, 1 800 €. Et puis après, tu vas monter d'échelon et arriver au bout d'une dizaine d'années à peu près à 2 500 €, quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes, et toi surtout, est-ce que tu es déjà intervenu sur une scène de crime? Ouais, en fait, on est arrivé, c'était un soir. En fait, les pompiers cassent la porte et on s'aperçoit qu'il y a du sang, mais énormément. Il y a énormément de sang, il y a vraiment des traces de mains sur les murs, etc. Donc on cherche un peu la victime. Et en fait, elle était dans le fond de l'appartement, tu sais, elle était dans sa chambre. Elle était contre le mur. Elle avait à peu près une trentaine d'années. Une dame. Et en fait, quand on arrive, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'impact, tu sais, d'armes blanches sur le corps. Et voilà, donc on essaye de faire un petit peu le cheminement qu'elle a eu, etc. Et je pense qu'elle a essayé de ramper, tu sais, dans l'appartement, peut-être pour essayer de trouver son téléphone, pour essayer d'appeler les secours, mais il y en a vraiment, vraiment partout. Elle s'est traînée, il y a des traces de sang, etc. Et puis rapidement, il y a la police qui arrive et qui fige la scène. Quand c'est comme ça, le médecin a mis un obstacle médico-légal. Et puis après, on a su que c'était un meurtre. Ah waouh, ok. Il a été retrouvé, le gars, ou pas? Tu suis les infos après? Non, tu regardes pas dans les journaux locaux? Non, franchement... T'essayes, bien évidemment, parce que c'est des scènes qui t'ont un peu interpellé. Donc après, tu sais, souvent, ça met des mois, etc., à être résolu, à trouver le coupable, etc. Donc, mais oui, si, j'essaye de m'intéresser, mais après, c'est compliqué d'avoir des infos. C'est aussi l'histoire d'une maman qui s'est suicidée, mais qui a emporté ses enfants. En fait, c'est une maman, donc en fait, c'est un couple qui sont en instance de divorce. Et en fait, le papa n'a pas de nouvelles. Les enfants passent le week-end chez la maman. Et en fait, habituellement, elle donne des nouvelles, etc., des enfants. Comme tous les couples divorcés, ils se donnent un peu de nouvelles quand même. Exactement. Et là, ça fait un moment qu'il n'a pas de nouvelles. Et du coup, il nous appelle et il dit il faudrait aller voir chez elle. Il se passe quelque chose. Donc on arrive le soir, donc on est déclenché. Donc les pompiers cassent la porte. C'était une maison. Donc quand on arrive... on n'entend rien, on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait potentiellement il s'est passé quelque chose, mais finalement on ne sait pas trop ce qui se passe. Finalement, là, on découvre la maman et les deux petites filles dans la salle de bain. Les deux petites filles sont mortes noyées dans de l'eau bouillante. On constate qu'il y a pas mal de brûlures, etc. sur le corps des petites filles. Et la maman également, à côté, décédée. Donc elle s'est ouverte les veines, elle s'est vidée de son sang et comme on intervient quelques heures après, il n'y a vraiment plus rien à faire pour les trois victimes. C'est quoi comme type de maman? C'était une maman qui travaillait, une maman qui était un peu marginale, c'était quoi? On a du mal à imaginer. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que toi, après, quand tu te refais l'intervention, tu te dis mais comment tu peux en arriver là? C'est vrai que tu te poses des questions. Après, nous, on n'a pas vraiment de détails, tu sais, parce que nous, on constate le décès et puis après, on n'a pas de détails, tu sais, sur la maman, ce qui a pu se passer, ce qui lui est... Enfin, c'est vraiment les questions que tu te poses. La question que tu te poses, c'est vraiment si, tu sais, elle a voulu partir avec ses enfants ou elle a vraiment voulu atteindre le papa parce qu'elle est en instance de divorce. C'est toutes ces questions-là que tu te poses après l'intervention et c'est vraiment bizarre. Tu racontes à ta femme le soir? Quand je rentre, je lui raconte, mais pas tout. J'essaye de la préserver de certains détails, notamment quand c'est des enfants ou ce genre d'histoire.
parce que forcément, je veux pas non plus la choquer. Mais oui, ça m'arrive. Ouais, forcément, ça m'arrive de lui parler. C'est peut-être aussi un peu le moyen de télécharger la pression, le stress. Puis ça fait maintenant plusieurs années qu'on est ensemble. On s'est mis ensemble, on était très jeunes et on n'a plus forcément besoin de se parler, tu sais, quand je rentre et que je serre les enfants très fort dans mes bras. On n'a pas forcément. Elle sait très bien, on a un regard si j'ai fait des interventions particulières ou pas. Il y a l'équipe de journalistes de Légende, je les embrasse d'ailleurs, Lola, Antoine, Thibault, Léandre, etc. Bossent sur une émission le mardi qui s'appelle Légende Story. Ils reçoivent des gens, ils sont derrière la caméra, ils posent des questions derrière la caméra. Et ils ont fait une émission sur les dénis de grossesse, justement, sur le fait d'apprendre que tu es enceinte, en fait, le jour parfois de l'accouchement, ça peut arriver, tu as des contractions et tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a des femmes qui, d'un coup, hop, ça sort le ventre en quelques minutes, c'est assez fou. Ouais. Le corps humain, c'est assez incroyable. Est-ce que tu as déjà eu des dénis de grossesse où tu arrives, justement, et la personne vient d'apprendre qu'elle était enceinte? Oui, j'ai fait un jeune couple qui s'était mis ensemble et je crois que les familles n'étaient pas trop d'accord, tu sais, pour qu'ils se fréquentent. Franchement, ils étaient jeunes majeurs. Ils étaient jeunes majeurs et on intervient en fait dans un appartement en fait où il y a rien. Il y a rien. Il y a qu'un matelas qui est posé par terre et on intervient et la maman a déjà accouché. Elle a déjà expulsé le bébé. Et en fait, qui est en vie du coup. Oui, qui est en vie, qui est dans les bras du papa. Et en fait, pour elle était complètement déconnectée de la situation. C'est-à-dire qu'elle voulait même pas le voir. Elle voulait même pas être dans la même pièce. Elle disait mais non, mais c'est pas à moi. Un quart d'heure avant, elle savait pas qu'elle était enceinte, quoi. Ouais, enfin, elle a vraiment fait le vrai déni de grossesse, quoi. Et elle s'y attendait pas du tout. Surtout que ils sont pas censés se côtoyer. Ils sont pas. Non, franchement, c'était particulier. Et c'était cette réaction, tu sais, assez violente de dire mais non, mais il est pas à moi ce bébé, alors que si, il est à toi. Mais et elle voulait même pas être dans la même pièce, même le regarder, ça la répugnait, quoi. C'était. Ils ont coupé le cordon tout seul, non? Ouais, carrément. Quand on arrive, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Après, les pompiers interviennent rapidement. Ah, c'est les pompiers qui avaient nettoyé? Non, en fait, les pompiers interviennent et en fait font ce qu'il y a à faire. Et puis nous, quand on arrive, le bébé est déjà dans les bras du papa. T'as fait quoi du bébé et si elle en veut pas comme ça? Tu fais là, nous, en l'occurrence, on a amené les deux à l'hôpital. Le bébé, je me souviens très bien qu'elle ne le voulait même pas dans sa chambre. Tu sais, parce que y avait des examens à faire, etc. Il y avait les parents de la fille? Non. Ils étaient vraiment qu'à deux. Et même le bébé, on pouvait même pas le mettre à côté d'elle, parce que tu sais, quand c'est comme ça, ils le prennent en charge, les pédiatres, etc. Et elle voulait même pas être dans la même pièce. Donc c'est vraiment... Et elle était vachement choquante, cette intervention, parce que tu te dis, mais comment tu peux réagir comme ça? Enfin, après, je comprends pas vraiment le mécanisme psychologique, etc. Mais ouais, c'était vachement interpellant, cette intervention. Et tu ramènes le bébé, ils l'ont gardé, ils en ont fait quoi? Oui, en fait, ouais, ils le gardent, forcément, ils vont pas le placer de suite. Et puis, je crois savoir après que finalement, après le choc passé, etc., elle l'a récupéré. Là, tu vois des choses très différentes, en fait. Chaque jour, tu sais pas ce qui va t'arriver le lendemain. Non, et c'est ça ce qui fait la beauté de notre métier, c'est que quand tu vas prendre ta garde, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et ma femme, elle me le dit souvent, elle me dit, tu sais, tu as de la chance, tu n'as aucune routine, finalement. Quand tu vas prendre ta garde, tu sais jamais si tu vas faire de la pédiatrie, si tu vas faire de l'accident de voie publique, si tu vas faire tout ça. Et c'est vraiment un atout dans notre métier. Ouais. Tu fais combien de sorties par jour d'intervention quand tu es de garde pendant 12 heures? C'est vraiment aléatoire. En moyenne? En moyenne, on va dire 5-6 par jour. Après, sur 24 heures, on va dire une vingtaine. Putain, quand même, hein. Ouais, si, ça fait quand même beaucoup. Hein. Là, ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait quand même pas mal d'interventions. Ouais. T'as une affaire de suicide qui t'a marqué aussi. C'est un fermier, un monsieur plutôt âgé. Ouais, exactement. C'est un monsieur de 92 ans. 92 ans qui s'est pendu à une poutre. En fait, quand on arrive, il y a déjà les pompiers sur place. Nous, ils l'ont déjà décroché et ils sont déjà en train d'entamer la réanimation cardio-pulmonaire. Et je crois que c'était le plus vieux pendu que j'ai fait et l'un des plus vieux suicides que j'ai fait de ma carrière. Après l'intervention, on le récupère pas, ce monsieur. Et c'est vrai qu'on s'était demandé, à son âge, comment il avait pu atteindre une poutre aussi haute, faire son nœud. Enfin, tu vois, tu essayes de comprendre un peu le mécanisme et de te dire, mais comment à cet âge-là, tu peux avoir la force encore tu vois, et le désespoir de dire, vas-y, je vais mettre fin à mes jours, quoi. Philippe Boxall, médecin légiste, nous a raconté parfois
des interventions où il arrive et les ont essayé de se suicider à plusieurs reprises avant d'y arriver. Alors lui, il y va quand c'est réussi, entre guillemets, le suicide. Est-ce que toi, tu es déjà arrivé sur un suicide raté? Oui, effectivement. Donc une fois, on intervient pour une plaie par arme à feu. Et en fait, c'est un monsieur qui a essayé de mettre fin à sa vie en se tirant une balle dans la bouche. Sauf qu'en fait, il s'est complètement raté. Donc nous, quand on arrive, en fait, il est vraiment accoudé. Tu sais, accoudé comme ça, en essayant de tenir un peu ce qui pendouille, etc. Mais il était pas décédé. Et en fait, voilà, c'est vraiment cette image-là, quand j'arrive et que je vois qu'en fait, il s'est complètement loupé. En fait, la balle est passée par la mâchoire, mais est ressortie, mais n'a rien touché de vital. Donc ouais, on est arrivé, il s'était loupé, et c'était le choc de voir ce monsieur en train d'essayer de tenir sa mâchoire plus ou moins comme il pouvait. Il s'en est pas remis une deuxième tout de suite pour pas souffrir? Non, je pense qu'à mon avis, ça lui a peut-être servi de leçon en se disant j'ai pas réussi une fois. Et puis peut-être qu'il avait pas, je sais pas. Il a plus envie, quoi. Ouais, carrément. Peut-être il s'est dit c'est peut-être un signe, quoi. Et là, tu comprends que c'est un suicide quand t'arrives, un suicide raté, tu vois l'arme, tu peux pas parler là. Ouais, non, en fait, on voit l'arme qui est au sol. Et lui en train d'essayer de tenir. Donc tu comprends tout de suite? Ouais, on comprend qu'il a essayé de mettre fin à ses jours et qu'il s'est complètement loupé, quoi. Tu es face à la misère, quand même, beaucoup. Ouais. Beaucoup, oui, forcément, la société, elle est comme ça. Donc, forcément, nous, on intervient chez les gens. On intervient au plus près de leur vie courante. Donc, oui, forcément, on voit beaucoup de misère, beaucoup de choses comme ça, ouais. Et là, le monsieur, tu vas faire quoi quand t'arrives, il a la mâchoire qui tient plus. Qu'est-ce que tu fais parce que tu peux rien faire sur place là, c'est trop grave. Ouais, non, là, le but, c'est contenir le saignement, éviter la surinfection, etc. Et puis après, il est transporté dans un service adéquat, quoi. Mais c'est un monsieur de quel âge là? Il avait une 50aine d'années, à peu près. Ah, il est pas très vieux. Non. Franchement, on fait vraiment de tout. D'ailleurs, mon plus jeune suicide, c'est 12 ans. 12 ans, et tu vois, mon plus vieux, c'est 92 ans. Donc tu vois, 80 ans d'écart. Ouais, tu vois, tu as un panel de 80 ans où non, vraiment, pour le suicide, il y a pas d'âge, tu sais, il y a pas d'âge. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote qui me revient. Pareil, c'était un papa qui appelle les secours parce que sa fille étudiante ne lui donne pas de nouvelles. Donc en fait, il nous appelle et on intervient en même temps que les pompiers. Les pompiers ouvrent la porte et en fait, il découvre sa fille qui est tendue dans le salon, qui a pris des médicaments et qui est décédée. Et cette fois-ci, j'avais fait l'erreur tu sais, elle avait laissé une lettre d'adieu. Et c'était la seule fois d'ailleurs, j'avais fait l'erreur de la lire, tu sais. Et la violence des mots, papa et maman, excusez-moi, je pars parce que je me sens inutile, parce que je trouve pas ma place dans ce monde, etc. Tu sais, et j'aurais pas dû parce que c'est vachement violent. Tu sais, au-delà d'intervention, les mots, tu sais, que tu essayes un peu de comprendre pourquoi elle en est arrivée là, ça c'est vachement violent aussi. Ouais, ça t'a marqué, quoi. Ouais. Et je me suis dit, je lirai plus jamais les courriers d'adieu qu'ils laissent les gens. Je préfère le donner. Parce que parfois, c'est toi qui récupères les courriers sur le corps. Oui, en fait, quand tu interviens sur des situations comme ça, tu essayes de savoir. Hein. Souvent, ils laissent des courriers, donc tu essayes de les retrouver et de voir un peu, parce qu'après, il va y avoir une enquête, etc. Donc, oui, souvent, ils laissent un courrier, et c'était la seule et la dernière fois que j'ai lu, parce que il y avait trop de détails et c'était trop compliqué. Ouais. C'est quoi les détails? Tu dis, c'était juste de dire qu'elle ne trouvait pas sa place, ou elle donne des détails? Ouais, en fait, comment t'imagines qu'une jeune de 20 ans puisse mettre fin à ses jours comme ça, tu vois, avec des mots crus, tu vois, je trouve pas ma place, papa et maman, excusez-moi, mais je vais vous faire du mal, je m'en vais, mais il faut pas m'en vouloir, j'espère que vous essayerez de gérer la chose, etc. C'est vachement violent, au-delà de... Et c'est ce qui est aussi violent dans notre métier, c'est pas ce qu'on voit au quotidien, mais c'est aussi ce côté-là, un peu plus, tu sais, la gestion des parents, de quelqu'un qui a perdu son enfant, un mari qui a perdu sa femme, etc. Ça aussi, c'est très violent dans notre métier. Tu disais la plus jeune suicide, c'est 12 ans. Ouais, c'était une petite fille qui s'est pendue. Elle était harcelée à l'école, donc sa maman va la chercher, il rentre. L'ado monte à l'étage dans sa chambre, s'enfermer. C'est le soir, la maman prépare le repas, etc. Et puis quand le repas est prêt, il décide de passer à table. La maman
appelle la jeune fille, elle descend pas, elle la rappelle à plusieurs reprises, etc. Puis au bout d'un moment, elle décide de monter à l'étage et elle la découvre pendue à son lit. Elle l'avait pas vu du tout de signaux, la mère? Non, a priori non. A priori, elle exprimait pas le fait qu'elle était harcelée à l'école, etc. Tu sais, elle a pas lancé d'appel, elle a pas, tu sais. Et non, il y avait pas de signaux. Elle était la première surprise, quoi. Donc voilà. Quand tu rentres chez toi, tu parles à tes enfants, du coup? Tu dis, tiens, ouais, bien sûr. harcèlement, tu fais plus attention? Bien sûr, oui. Quand tu rentres, tu sais ce qui peut se passer. Tu sais ce qui peut se passer, tu t'es confronté tous les jours à ces choses-là. Donc forcément, oui, tu leur parles, tu leur dis, tu sais, s'il y a un problème, tu peux me parler, s'il faut parler des problèmes, etc. Ma fille Camille, elle parle pas beaucoup, tu sais, par exemple, et j'essaye de l'inciter, tu sais, parce que si un jour il y a un problème, ben, il faut que tu en parles. C'est important d'en parler, même si tu penses qu'on peut pas gérer la chose, etc. Il faut en parler. Ouais, bien sûr, tu parles plus à tes enfants, oui, bien sûr. On va parler un peu aux parents, 2 secondes, et à tout le monde d'ailleurs. C'est quoi l'intervention la plus habituelle que tu fais sur les enfants pour dire, tiens, il faut faire attention à ça, tu vois, sur les gosses? Ouais. Où est-ce qu'ils se font le plus mal, les enfants, en réalité? Y a pas mal de chutes, oui, forcément, des chutes à vélo, etc. Les enfants qui mettent pas les casques ou des choses comme ça. T'as les ados aussi, on va faire beaucoup d'accidents de la circulation avec des scooters, des motos, etc. Après, c'est tellement aléatoire, il y a tellement de choses. Il n'y a pas un truc qui revient tout le temps? Puis, ça sais rien, les doigts dans les portes. Non, pas forcément. Ouais, les chutes, beaucoup les chutes, ouais, forcément. Parce que il suffit que tu aies un manque de vigilance pendant quelques secondes et que ton enfant soit monté sur une table ou quelque chose comme ça et qu'il chute. Ouais, c'est vachement les chutes. Ouais. Toi, tu vois sur j'imagine les accidents domestiques, du coup, aussi, ouais. au SMUR. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui attrapent des poils, qui se brûlent la main. Ça, ouais. Il y a beaucoup effectivement, on fait vachement de brûlés. Tu sais, avec la poignée de la casserole qui dépasse, hop, et puis il y a le petit qui commence à marcher, etc. Il essaye de l'attraper, qui s'ébouillante. Bon, on en fait vachement. L'électricité, non? Pas trop? Non, pas trop. Beaucoup de brûlés, beaucoup de chutes, beaucoup de tout ce qui est traumatologie, des fractures. C'est quoi la plus grosse blessure que tu vois avec l'alcool au SMUR? Est-ce qu'il y a toujours c'est un truc habituel, je sais pas, il tombe sur le menton, est-ce qu'il y a un truc... est-ce que tu as des mecs qui pareil, qu'il faut faire très attention à ne pas se noyer dans son vomi quand on a bu? Ouais. Et pour ça, il faut se mettre de côté si un copain a trop bu. Exactement. En fait, si tu vois que tu as un collègue qui a trop bu, etc., il faut éviter de le laisser sur le dos. Parce que quand tu as bu beaucoup comme ça ou quand tu es inconscient, en fait, tu peux avoir des régurgitations et vomir dans tes poumons. Et là, c'est à ce moment-là que ça devient très compliqué. Ouais. C'est quoi l'accident le plus bête que tu as eu? Le plus bête? T'es arrivé, tu t'es dit, putain, là... Ça arrive ou pas? Ouais, bien sûr, ouais. Ah oui, ça arrive. Quand t'arrives le week-end, c'est barbecue, ils sont tous bourrés, ils ont fait une connerie. L'alcool aidant, non, ça par contre pour les barbecues, oui, on fait vachement en ce moment. D'ailleurs, ça va être la période, ouais, les personnes qui essayent d'allumer les barbecues avec de l'essence. ça bien évidemment. Tu mets de l'essence, tu lances l'allumette et boum, t'as le retour de flamme et t'es vraiment brûlé. Oui, ça, on en fait beaucoup. Ça, on va refaire là, les beaux jours reviennent. On refait les gens qui mettent la main dans la tondeuse, les jambes qui se prennent dans les motoculteurs. On refait également, tu sais, ceux qui font les coups de bordure, là, où ils reçoivent des projections dans les yeux. En fait, il y a des périodes... Le rotophile, là, tu sais, le truc qui tourne, là, pour couper l'herbe, là. Ouais, exactement. En fait, t'as vachement de périodes comme ça. Tu sais, l'hiver, t'as beaucoup de glissades, etc. Et puis l'été, tu refais tout ce genre d'intervention-là. Ouais. Il y a des victimes qui mentent quand tu arrives, parce qu'ils ont honte, sur un truc un peu sexe ou pas d'ailleurs, mais qui te disent pas totalement la vérité, et tu le sais. Genre, ils ont glissé sur une carotte, tu sais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, ouais, forcément. Après, tu sais, les gens, quand c'est comme ça, avec la douleur et le stress, souvent, ils essayent de te dire la vérité quand même. Tout de suite, ouais. Parce qu'ils savent très bien, et puis après, ils savent très bien qu'on en voit tous les jours. Ils savent très bien que... T'as eu des trucs coincés dans le corps? Des trucs coincés dans le corps? Oui, moi je vais pas te faire de dessin. Ouais, non, moi j'ai pas trouvé des objets, oui, ça existe. Je sais qu'il y a déjà eu des ampoules ou des choses comme ça. Moi j'ai une anecdote, un monsieur, quand j'étais en stage aux urgences, en fait c'est une dame en fait, qui vient qui se présente aux urgences parce que son mari n'urine plus depuis quelques jours. Donc voilà, elle nous explique un peu. N'urine plus? Ouais, il urine. On peut ne pas uriner, on peut ça, c'est ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Je sais qu'on peut être constipé, mais je sais pas qu'on peut être ne pas uriner. Si.
Et en fait, donc elle nous l'amène. Donc lui, il parlait pas trop au début, tu sais. Et donc l'infirmière lui dit bon bah écoutez, on va regarder ce qui se passe, si vous pouvez sortir. Et au moment où la femme passe la porte, il y a le monsieur qui se jette à nos pieds, mais vraiment littéralement à genoux, et qui nous dit mais non, mais je vous en supplie, écoutez, il faut que je vous raconte l'histoire. J'ai une maîtresse, on a un kiff, c'est de se mettre des trucs dans le corps. Et là, en ce moment, notre kiff, c'est de me mettre des câbles électriques dans l'urètre. Donc, je vous en supplie, ne dites tout le monde fait la grimace dans la caméra. Mais là, tu sais, la situation où tu vois le gars à genoux devant toi qui t'explique ça, c'est incroyable. C'est incroyable ce genre d'histoire. Juste, tu parlais d'alliance, une histoire avec une alliance. Ouais. L'alliance, c'est fait pour mettre autour du doigt. Exactement. Et pas ailleurs. Ouais, exactement. Moi, c'est pas moi qui l'ai faite personnellement, c'est une collègue des urgences qui m'a raconté ça. En fait, c'était aux 18 ans d'un jeune homme. En fait, il avait fait une soirée chez lui. L'alcool aidant, en fin de soirée, etc., ils essayent de trouver des délires et ils foutent une alliance sur la verge de leur pote. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas pensé aux conséquences. En fait, la verge, c'est rempli de sang. Le steak, c'est rempli de sang. Ouais, exactement. Et ça ne repart pas. Bah non, parce que c'est comprimé avec l'alliance et ça a totalement nécrosé et ils ont dû lui couper. Ils ont dû couper quoi? Sa verge. Mais non. Mais si, ils ont dû comment il va faire? Bah après, il y a tout un processus. Après, il rentre dans un protocole de reconstruction, etc. Mais voilà quoi. Mais je pense reconstruction. Ouais. Mais je pense qu'à mon avis, ses potes, ils n'avaient pas conscience des conséquences et voilà quoi. Mais ouais, avec pour ses 18 ans. Ouais, pour ses 18 ans. Pour ses 18 ans, bah, il s'en souviendra toute sa vie, je pense, de ses 18 ans. Et ses potes aussi d'ailleurs. Qui sont peut-être plus ses potes d'ailleurs. Il peut avoir des enfants après ou ouais. Oui, on ira lui chercher des... Ouais, je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, je ne suis pas trop spécialiste de ce genre de truc. C'est dur. Attends, mais comment on peut passer un zizi dans une alliance? Il faut avoir un tout petit zizi ou un très gros doigt, mais il y a un truc qui n'est pas normal, non? Je ne sais pas, ils nous ont pas fait de dessin à ce moment-là. Il n'a pas coupé l'alliance tout de suite? Non, en fait, non, ils l'ont laissé. En fait, c'est quand il s'est réveillé le lendemain. Quand il s'est réveillé le lendemain, qu'il a vu le désastre, il s'est dit « Oh là là, il y a un problème ». Et il faut que j'aille consulter aux urgences. Et il arrive comme ça, en fait, et voilà, il n'y a déjà plus rien à faire parce que tout a nécrosé, etc. Donc, et voilà, ils ont dû les couper. T'as déjà dû couper des objets? Genre quelqu'un qui se coince la main dans un grillage, dans des toilettes. Tu sais, il y avait eu ça à la SNCF, ils avaient découpé carrément les trucs. Quelqu'un qui se bloque un membre, un pied dans quelque chose, il était obligé de découper. Ouais. Une fois, je fais une intervention dans une usine, tu sais, où ils font des steaks hachés, etc. Et le classique, tu sais, la machine se bourre et il y a le gars qui veut gagner un peu de temps et il fout sa main dedans et la machine emporte sa main. Et en fait, quand on arrive, donc nous, il est debout sur la machine. Et quand on arrive, il a la main coincée dedans et il peut rien faire. Et du coup, les pompiers sont obligés de couper pour pouvoir l'emmener aux urgences. Ils n'ont même pas pu enlever la main de suite. Il a dû passer au bloc opératoire avec le... Avec la machine? Ouais, avec la machine. Ouais, il arrive avec le mixeur? Exactement. Et avec le hachard à viande directement sur le... Tout à l'heure, on a parlé de sport avant de commencer l'émission, toi et moi, dans le bureau, et je parlais de parachute. Ouais. Parce que tu as pris pour la première fois l'avion il y a quelques mois. En fait, exactement. Ça a commencé. Et j'ai dit, est-ce que tu as déjà sauté en parachute d'ailleurs? Bah non, je viens de prendre l'avion pour la première fois. Tu avais un peu peur de l'avion. Exactement. Ouais. Et je te disais, putain, moi c'est marrant, le parachute, c'est quand même hyper chaud, c'est horrible, ça doit faire tellement peur, etc. Et il t'est arrivé une anecdote en parachute, enfin pas toi, mais sur laquelle tu as travaillé. En fait, là où je bossais avant, en fait, il y avait un aérodrome. Et en fait, une fois, on est appelé parce que le parachute d'un mec tout à fait amateur, hein, c'était pas un militaire ou quelque chose comme ça, s'est jamais ouvert. Et en fait, il s'est éclaté au sol. Même le parachute de secours, c'est pas ouvert? Bah, moi, je m'y connais pas trop dans le truc comme ça, mais apparemment, il y avait une défaillance et il s'est éclaté au sol. Et voilà. Mais après, je m'y connais pas trop, moi, comment ça fonctionne, les parachutes. Mais je crois qu'il y a des parachutes, mais je sais pas, peut-être il s'était emmêlé ou quelque chose comme ça, ou il s'est pas déclenché. Et nous, il y a des accidents de parachute. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, ça arrive pas qu'aux autres. Ouais, bah, exactement. C'est pour ça qu'il faut pas trop y aller. Ouais. Tu veux en faire du parachute un jour, non? Ouais. En fait, je voulais en faire un pour mes 30 ans ou 35 ans. Mais ma femme, je lui ai dit, mais tiens, je te donne une idée cadeau. J'aimerais bien que tu m'offres un saut en parachute et tout. Mais elle m'a dit, non, s'il se passe quelque chose, je veux pas être responsable de... En fait, c'est que toi qui vois tellement de trucs hyper ghetto, tu dois avoir peur de tout, non?
Non, mais c'est vrai que oui, après tu deviens un petit peu... Ouais, tu fais attention. Un peu plus parano, non? Pas parano, pas parano, parce que il faut pas que ça t'empêche de vivre, tu sais, toutes ces choses-là, mais tu sais très bien que ça peut aller tellement vite que tu te dis, bon, il faut faire attention. Notamment avec mes enfants, tu vois, par exemple, avec mon grand de 14 ans, je lui laisse un peu plus de liberté qu'à ma fille, à ma fille, tu sais, pas parce que forcément, avec les filles, avec les petites filles, avec tout ce qu'on voit, etc., tu te dis, bon, avec une fille, c'est un peu plus chaud qu'avec un garçon. Donc, Les accidents de la route aussi, tu dois être rappelé beaucoup, ouais. Régulièrement, Ouais, enfin, peut-être même quotidiennement sur un accident de la route. Ouais, on en fait très très souvent. Ouais. T'en as un d'une famille, je crois, avec un nourrisson. Ouais. Tu as vécu apparemment un accident qui t'a un peu marqué quand même. Ouais. En fait, c'est une famille. En fait, la maman est assise côté passager avec un petit de quelques mois. Elle est en train de l'allaiter. Elle est en train de l'allaiter alors que le papa est en train de rouler. Ce qui est interdit. Et, bien évidemment, ce qui est interdit et super dangereux. Et derrière, tu as un petit garçon de 3-4 ans, tu sais, qui dort, mais sur la banquette. Pareil, pas attaché. Et en fait, mais ça, pardon, petite pause, dans les années 80, 90, tout le monde dormait sur la banquette en partant en vacances. Mais oui, bien évidemment. On s'allongeait sur les banquettes qui étaient bien plus confortables que celles d'aujourd'hui. Mais bien déjà, aujourd'hui, tu t'assois sur une voiture, c'est hyper dur. Avant, c'était des canapés à l'arrière, tu avais une grande banquette, tu pouvais être 4, voire 5 à l'arrière, si tu te mettais avec tes potes et tout ça. C'était pas du tout le même délire. Bien sûr. Et en termes de sécurité, on s'attachait pas quand on s'allongeait. Non, mais même moi, mon père, quand on partait en vacances l'été, il nous réveillait à 4h du matin, il nous posait sur un truc qu'il avait confectionné comme une style de lit, là, et voilà, on n'était pas attachés. Mais ça, donc là, ils étaient comme dans les années 80, mais exactement. en et en plus, c'était une ancienne voiture. C'était une ancienne voiture, je me souviens très bien. Et en fait, si tu préfères, ils sont... donc, elle nourrissait le bébé, elle l'allaitait devant. Elle l'allaitait devant, sur le côté passager. Les deux n'étaient pas attachés, alors qu'elle, finalement, elle aurait pu s'attacher. Elle n'était pas attachée non plus? Non plus, elle n'était pas attachée. En gros, il n'y avait que le papa qui était attaché, le conducteur. Donc, en fait, ils sont à un péage et ils redémarrent. Non, mais pardon, ils sont pas... Enfin... Ouais. Oui, après... Chacun pense qu'il veut. Chacun pense qu'il veut. Mettre son bébé et ne pas s'attacher devant avec son bébé exactement. Dans les bras, c'est chercher la merde. Ouais, franchement. Mais tu sais, on voit tellement de choses que franchement, il n'y a plus rien qui m'étonne. Ah bon? Ah ouais, franchement. Ouais. Et en fait, on arrive et en fait, ils sont repartis d'un péage, tu sais. Et en fait, ils font une accélération, tu sais. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui leur fait une queue de poisson. Ils partent en tonneau. Et la maman, le bébé et l'enfant qui était à l'arrière sont éjectés. Et quand on arrive, on se dit, bon, on a le ticket de départ, etc. Ça va être un carnage. Et il n'y a aucun mort quand on arrive. Aucun mort. Le nourrisson non plus quand il s'est éjecté? Aucun mort. Ils ont ratterri, tu sais, sur le bas-côté, là où il y a plein d'herbes, etc. Là. Et non, il n'y a aucun mort quand on arrive. Bien évidemment, ils sont très gravement blessés. Il y a le petit de quelques mois, là, il a un hématome sous-dural, etc. C'est quoi sous-dural? Sous-dural, c'est une poche de sang, tu sais, qui vient en dessous, entre le cerveau et la cavité crânienne. La boîte crânienne, ouais. Exactement. Et ils sont très gravement blessés, mais il n'y a aucun mort. Tu sais, quand tu arrives, quand tu as le ticket de départ, tu as à peu près un peu les détails, tu sais, de l'intervention, et tu te dis, ouais, ça va être un carnage, on y va, mais à mon avis, il n'y aura plus grand-chose à faire. Et finalement, aucun mort quand on arrive. Et après, la suite, tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la suite, je ne l'ai pas su. Je ne sais pas s'ils s'en sont sortis ou pas, mais en tout cas, nous, quand on arrive, ils sont très gravement blessés, mais aucun mort. Et ça m'avait marqué. Tu t'es déjà fait braquer, tu t'es déjà fait emmerder en arrivant sur une intervention? Est-ce que c'est risqué? Non, pas braqué, mais par contre, j'ai une anecdote une fois où il y a des ambulanciers privés qui interviennent au domicile d'une personne qui a des idées suicidaires. Et voilà, donc ils essayent de convaincre le monsieur de venir aux urgences, etc. Mais il est fou dehors. Donc nous, quand c'est comme ça, on est appelé pour le faire venir. Et je me souviens très bien qu'il y a les deux ambulanciers qui nous accueillent et qui nous disent, voilà, il a des idées suicidaires, mais il veut rien entendre, il veut pas se faire hospitaliser, etc. Donc nous, on intervient. Et je me souviens que je suis le premier qui intervient. Je toque à la porte, j'ouvre la porte, et là, tu as le monsieur qui est... Donc ça fait un long couloir comme ça, qui est dans le fond, attablé à sa table, tu sais, dans la cuisine, avec le fusil braqué sur nous. Avec un fusil de chasse braqué sur nous. Et tout de suite, quand c'est comme ça, bon, j'ai reclaqué la porte, bien évidemment. Tu ressors? Ouais, bien sûr. Ouais, mais tu sais, quand tu
tu sais, toi, t'arrives, bon, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois le monsieur en face de toi avec une arme à feu pointée dessus. Je peux te dire que tu prends tes jambes à ton cou, tu sors et tu t'appelles les forces de l'ordre. Et ils sont venus et tu y retournes après? Ouais, bien sûr. Bah, quand c'est comme ça, oui, on reste sur l'intervention. Ils l'ont maîtrisé. Enfin non, ça a été un peu plus long parce qu'il y a eu des négociations comme ça. Tu sais, ils rentrent pas comme ça. Il y a eu des négociations. Ils ont réussi finalement à l'interpeller. Et puis voilà. Mais je t'avoue que ouais, se faire braquer comme ça, ça arrive pas souvent, heureusement. Vous avez des interventions en hélico, vous? En hélico, on a un hélico. On voit les hélicos du SMUR, non? Ouais, on a un hélico, nous. Et pas beaucoup. Coûte cher. Ouais, forcément, ça coûte cher. Non, si, dans les grands SMUR, si, il y a des hélicos. Nous, personnellement, les ambulanciers, on prend pas l'hélico. Voilà, il n'y a que l'infirmier et le médecin qui montent. Mais oui, on a un hélico là où on est. T'as déjà fait, toi, des déplacements en hélico sur des... Non, jamais. Malheureusement. Non, malheureusement, non. Parce que des fois, tu arrives même sur des accidents de la circulation. Tu interviens, t'es la première équipe sur place. Et puis finalement, le médecin demande une évacuation par hélico. Et bah, toi, forcément, il faut que tu ramènes le véhicule à la base. Donc, on ne le prend pas. C'est assez frustrant. Ouais. Quand tu as appris à piloter une ambulance, ouais. tu aurais pu être pilote. Est-ce que c'est des choix? Est-ce qu'ils forment le SMUR des pilotes d'hélicoptères ou c'est des pilotes externes? Non, ouais, souvent c'est des anciens militaires. Souvent c'est des anciens militaires qui, après leur retraite, reprennent un job derrière. Et souvent c'est... Non, nous, au niveau des ambulanciers, non, on n'en a pas. Toi, ils t'ont formé à la conduite rapide? Ouais. En fait, on a des formations donc, qui se passent nous, personnellement, sur les circuits des 24 heures du Mans. Et voilà, il y a différents niveaux. Ouais. Mais non, tu prends l'ambulance sur le circuit? En fait, c'est pas des ambulances, c'est leur véhicule à eux, tu sais. C'est eux qui font les formations, donc c'est leur véhicule à eux. Et c'est des véhicules type berline, tu sais, un peu boosté, mais voilà. Et il y a 3 niveaux, tu sais. Et moi, j'avais eu la chance d'ailleurs quand j'avais passé ce stage-là. Tu sais que le circuit des 24 heures du Mans se fait sur une partie où il y a la route. Ouais, sur la route. C'est la route là, qui est fermée pour l'occasion. Voilà, habituellement il est fermé et habituellement on fait de cette formation-là sur une annexe du circuit des 24 heures du Mans. Et ce jour-là, il était pas dispo. Du coup, on a fait sur le vrai circuit. Exactement. Donc quand tu passes comme ça avec les grandes tribunes et tout, c'est le kiff. C'est le kiff. Et qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce que vous apprenez à faire pour conduire vite? Qu'est-ce qu'ils vous disent de faire? Bah, en fait, au début, ils te disent, bon, bah, vas-y, fais un tour comme ça, montre-moi un peu, entre guillemets, ce que tu sais faire. Et puis après, ils t'apprennent des réflexes. Tu sais, par exemple, tu sais, les distances de sécurité, la vitesse. Ils te montrent un peu ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Et c'est vrai que quand tu sors de ces formations-là, tu penses savoir conduire avant que tu arrives. Tu penses savoir conduire. Et quand tu ressors de ces formations-là, tu te dis, en fait, ouais, effectivement, j'en avais besoin. Ouais. Quand tu pilotes une ambulance au SMUR, est-ce que si tu perds des points, c'est pour ta gueule? Est-ce que quand tu te fais flasher, c'est pour toi ou pas? Non. Non. En fait, si tu préfères, on reçoit les PV. Ah, vous les recevez quand même? Ouais, on les reçoit quand même. Même quand tu as le gyro allumé? Ouais, bien sûr. On va les recevoir, mais tu sais, pour tout ce qui est vitesse, j'ai jamais, moi, personnellement, ni un collègue été arrêté par la police alors qu'on partait en inter, bien évidemment. Ça serait fou. Ouais. Non, mais par contre, les radars, on les reçoit. Voilà, ils vont justifier comme quoi c'était une mission du SMUR, etc. Par contre, si tu es en très grand excès de vitesse, oui, on va te demander pourquoi... Mais t'as le droit, si quelqu'un est en train de partir et qu'il faut vite... J'imagine qu'il y a des fois, tu as dû rouler très vite. Oui, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Après, très vite... Ouais, je peux pas te donner un chiffre comme ça, j'ai pas un chiffre en tête. Non, mais tu dois taper dans la... Ouais, parce que j'ai pas envie de me faire virer, mais non, je peux pas te donner un chiffre. Là, moi où je bosse, on est limité à 20 km/h au-dessus de la... Ça va, tu vas pas t'envoler. Hein. Ouais, non, on va pas s'envoler. Bien évidemment, on passe au-dessus, mais toujours pareil, il faut pas faire n'importe quoi. Mais si tu te fais arrêter à 190 sur l'autoroute parce que tu vas sur l'hôpital le plus proche, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir derrière, ils vont pas quand même te faire chier, si? À 190 sur l'autoroute, bah si, ça fait 60 km/h au-dessus et on va te demander de justifier, ouais, bien évidemment. Oui, tu justifies, tu dis juste, il y avait une dame qui était en arrêt cardiaque. Ouais, non, mais... Ils vont pas t'embêter. Si? Non. Au niveau des... Ouais, si, je pense qu'ils vont quand même. Ouais, si, je pense que... En très grand... Parce qu'on appelle ça un très grand excès. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est une vie en jeu. Oui, tu vas pas rouler doucement sur l'autoroute si t'es tout seul. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais ouais, on est quand même réglementé. Et puis après, il faut se dire aussi que la vitesse, finalement, c'est pas ça qui nous fait gagner le plus de temps. Il y a des études, tu sais, qui sont faites et qui te disent que finalement... C'est de passer au feu rouge et entre les voitures. Ouais, voilà, ce qui va te faire gagner le plus de temps, c'est de pouvoir te passer prioritairement aux intersections, pouvoir te faufiler dans la circulation, etc. La vitesse en soi, elle nous fait pas... Bien évidemment, oui, on roule au-dessus, mais...
c'est pas ce qui nous fait gagner le plus de temps. T'as jamais dû payer une amende de l'ambulance non plus, quoi? Non, jamais. Non. Je me suis dit que je te la poserais celle-là parce que c'est... Heureusement, parce que sinon, j'aurais plus de points, je serais ruiné, et voilà. Et là, quand vous roulez vite, ok, tu payes pas les amendes, etc. Mais est-ce que tu as déjà eu des accidents? Parce que, comme tu disais, parfois quelqu'un a peur, tu arrives un peu vite, tu crées toi-même un accident parce que tout le monde se pousse, mais finalement, il se pousse du mauvais côté. Tu vois? J'ai déjà eu des accrochages, pas des accidents très graves. Oui, des rétros, on a déjà cassé des rétros, on a déjà des choses comme ça. Par contre, j'ai une anecdote, je me souviens très bien, c'était le 31 au soir. Je m'apprêtais à terminer ma garde et aller réveillonner avec ma famille. Et on est appelé pour une intervention, c'est un arrêt cardio-respiratoire. Et en fait, on arrive dans le centre-ville, et en fait, ça fait une longue avenue comme ça, et je vois un gars à 500 mètres à peu près qui vient et qui se met, tu sais, entre deux voitures, mais tu sais, je n'y prête pas trop attention, parce qu'habituellement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous filment partir en intervention, etc. Et donc, j'arrive à sa hauteur, et quand j'arrive à sa hauteur, il fait mine de se jeter sous le véhicule. Il fait mine. Ouais, il fait juste mine. pour te faire une blague. Ouais, il a fait une blague, ouais. Il a fait une blague. C'est marrant en même temps. C'est marrant de faire ça une ambulance. Oui, bien sûr, c'est fun. C'est intelligent, c'est intelligent. Puis tu filmes et puis tu dis, regarde ce que j'ai fait. Regarde, j'ai fait chier les ambulanciers qui allaient sauver une vie, regarde. Ouais, carrément. C'était les mecs qu'il fallait faire chier. Ouais, c'était. Et puis en plus, on partait sur un arrêt cardio-respiratoire magnifique. Si on avait dû s'arrêter et tout pour s'occuper de lui, ça aurait été le top. Il y a juste la drogue, je voulais aborder le sujet pour terminer. Ouais. Est-ce que tu vois beaucoup de choses en rapport aux drogues? Je sais qu'il y a la consommation qui explose sur certaines drogues, etc. Bon, voilà. On sait que c'est pas bien. Mais qu'est-ce que toi tu vois du côté ambulancier, SMUR, SAMU? Je vois surtout que la prise de drogue, les gens qui le prennent se rajeunissent, quoi. Autant au début, il y a quelques années, tu sais, c'était quelque chose de, tu sais, pour les étudiants, etc. Là, tu vois vraiment à partir de la fin de primaire ou des... Quoi ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu sais, avec tout ce qui est, tu sais, les petites cartouches là, tu sais, de protoxyde d'azote là, tu sais, qu'ils prennent, tu sais, c'est une sorte de gaz hilarant. Oui, bien évidemment. Tout ça. Et c'est... Attends, t'en as à fin de primaire, tu rigoles? Non, sérieusement. Les ballons, là? Ouais, les petits ballons. Ah ben oui, bien évidemment. Maintenant, c'est courant. Mais c'est courant. Autant avant, c'était un peu marginal, tu sais, où c'était dans des soirées... Ils sont où les parents, pardon, mais... J'en sais rien, franchement. Mais oui, autant avant, c'était... Déjà, normalement, ils ne devraient pas avoir de portable. Il y a des parents qui disent pas de portable avant le collège, juste titre. Oui. Il y en a qui arrivent à avoir des ballons. Ouais, c'est quoi, c'est les frères? C'est les grands frères? Je sais pas comment ils arrivent... je sais pas comment ils arrivent à gérer ce truc-là, mais... ça, il y a le cannabis aussi, bien évidemment. De plus en plus tôt, le cannabis. Mais t'as des accidents? Des accidents avec ça? Ouais, avec des champignons, il y a des mecs, t'en as vu? Ouais, carrément. Bah oui, des gens qui en prennent trop, ou des choses comme ça, qui ont des hallucinations, où les parents nous appellent, où ils sont complètement paniqués parce qu'il est en train de tout casser dans la maison. Ouais, bien sûr. Et de plus en plus jeune, ouais. Dans la vie de tous les jours, pour terminer, quand t'as pas la blouse, que t'es pas Thomas du SMUR, ou Thomas du SAMU, ou Thomas l'ambulancier, quand t'es Thomas, le mari, est-ce que t'as déjà sauvé quelqu'un? J'ai déjà fait mon fils le jour de mon mariage. Je t'explique. On fait notre mariage, et en fait, on fait ça à la maison. On a fait un petit mariage, voilà. Et donc, durant la soirée, tu sais, il prend son vélo, il est avec les cousins, etc. Et habituellement, il met toujours son casque. Toujours, il met son casque. Et là, il est en pleine fête, il est avec les cousins, etc. Quel âge il a? Il a 14 ans. Il a 14 ans, donc quand on s'est marié... Ah oui, non, à l'époque du mariage. Ouais, à l'époque du mariage, il avait 8 ans. 8 ans. Donc voilà, il fait un petit peu le bête, tu sais, avec son vélo, etc. Et il y a quelqu'un qui vient nous chercher en nous disant, voilà, Simon, il est tombé, on ne sait pas trop quoi faire. Donc voilà, donc tu te précipites sur les lieux. Donc il y a une dame qui nous accueille et qui nous dit, oui, je l'ai vu tomber, et j'ai essayé de le relever, mais il est retombé tout de suite. Donc oui, effectivement, oui, forcément, il était inconscient. Donc la chose à pas faire, tu sais, quand tu as une... On va parler des gestes après, à faire, à pas faire, en fonction de ce que vous allez voir dans la... la chose à pas faire, tu vois que quelqu'un est inconscient, tu essayes de le relever, il tombe. Donc je suis intervenu sur mon fils, il avait fait un peu le fou avec son vélo. Il est tombé sur la tête? Exactement, il est tombé et il a claqué la tête sur le macadam et il a fait une perte de connaissance, tu sais, et donc j'ai dû le prendre en charge moi-même. Et donc voilà, il m'a valu d'ailleurs de ne pas avoir ma nuit de noces ce jour-là parce qu'il a passé sa soirée. Oh bad. Ouais, c'est vrai. Soirée, en observation, exactement. Donc voilà. Mais attends, mais là, tu me dis que tu stresses jamais.
Là, t'as quand même eu, tu vois ton fils tomber. Ouais, c'est particulier d'ailleurs. Le jour de ton mariage. Ouais, plus, le jour de ta mon mariage. famille, Exactement, t'as tous les invités, sauf que, sauf que tu dois les laisser en disant, bah voilà, je gère ça, je m'en vais avec lui aux urgences. Débrouillez-vous. De toute façon, tu vas pas faire la fête. Bah oui, forcément, la fête, elle était un peu. Mais bon, et du coup, t'étais pas à ton mariage finalement? Bah non, en fin de soirée, non. Ils ont mangé le gâteau tout seul, etc., etc. Moi, avec ma femme, on était aux urgences parce qu'elle était en observation. Et donc parfois, on peut tomber de vélo. Qu'est-ce qu'il faut faire si c'est intéressant là? Tu parles peut-être à des gens à qui ça va arriver un jour. Qu'est-ce qui se passe si ton enfant tombe de vélo sans casque, parce qu'il a pris le vélo sans demander le casque 30 secondes et qu'il est tombé, qu'il bouge plus, tu fais quoi? Bah déjà, il faut vérifier son état de conscience, déjà, savoir s'il est conscient, inconscient, s'il respire pas, etc. Et il faut appeler le plus précocement possible les secours. Parce que, mais quelle position tu le mets? Tu mets toujours en PLS? Ça dépend si tu sais faire. Si tu sais faire, tu essayes de le mettre en PLS s'il est inconscient. C'est toujours pareil, s'il est conscient, ça sert à rien de le mettre en PLS. Si tu sais faire, tu les fais, s'il est conscient, un maintien-tête, etc. Mais quand tu es en privé comme ça, le but, c'est d'appeler rapidement les secours. Parce que plus tu vas perdre de temps, plus forcément, tu laisses moins de chance à ton enfant. Ou d'avoir quelqu'un qui sait faire dans l'assemblée déjà. Ou demander, carrément. Mais comme toi qui est là, déjà, ça aide. Ouais, carrément. Moi, je suis déjà intervenu chez un voisin qui faisait un barbecue, etc. Et son fils, il a fait une crise convulsive, tu sais, une crise d'épilepsie, dans son jardin. Et c'est moi qui l'ai vu. J'ai sauté au-dessus de la barrière et je suis allé le chercher, tu sais. Et je l'ai ramené. Ah ouais, t'es allé chez le voisin? Ouais, carrément, parce que. Il t'a appelé? Non, du tout, en fait. Il était en train de jouer, le gamin. Il était en train de jouer. Et moi, je regardais un petit peu ce qui se passait, parce qu'on se connaît avec le voisin. Et puis, je vois son fils qui est en train de jouer dans le trampoline. Et d'un seul coup, pouf, il s'effondre. Et il fait une crise convulsive. Et du coup, forcément, j'ai sauté la barrière et j'ai intervenu chez lui. T'as 3 histoires insolites que t'as vécues. Juste avant, les bons réflexes. Je vais te donner des situations et tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, si on arrive en premier sur un lieu et qu'on voit ça. Là, tu disais juste avant, si la personne n'est pas consciente, on le met en PLS, on le maintient tête, etc. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un tombe à vélo, qu'il est conscient, un enfant, mais qui se met à vomir? Ça, déjà, s'il a cogné la tête et qu'il commence à se mettre à vomir, déjà, c'est un des signes du traumatisme crânien. Donc voilà. Et s'il se met à vomir, bien évidemment, essayer de faire en sorte qu'il puisse vomir de façon correcte, surtout pas le laisser sur le dos, parce que il pourrait inhaler. Et puis voilà, appeler précocement les secours et attendre qu'ils arrivent, quoi. Si t'as pas de notion, c'est ça qui est compliqué. Tu peux faire plus de mal que de bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Si t'as pas de notion. Si t'as pas de notion, c'est compliqué, tu vois. Là, par exemple, la situation est assez compliquée. T'arrives, il y a un motard qui est inconscient par terre. T'arrives, tu sors, il est 2h du matin devant chez toi, il y a un monsieur qui est allongé, tu vois qu'il y a une moto allongée, une moto qui est par terre, et un motard allongé qui bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, pareil qu'il faut pas retirer le casque. Non, surtout pas, parce que si tu pourrais causer des lésions, justement. Tu voudrais bien faire, mais tu pourrais causer des lésions, tu sais, au niveau de la colonne vertébrale. Donc il faut pas. Le truc à faire, c'est d'appeler précocement les secours et puis après, voir s'il est conscient. S'il est conscient, continuer à lui parler, etc. Essayer de le rassurer, etc. Et puis ensuite, le couvrir, parce que forcément, il va se refroidir très rapidement, parce qu'il est sur le sol, il fait rien, il est allongé, donc voilà. Et non, surtout pas retirer le casque. C'est vrai, le truc il faut pas s'endormir quand... ça peut être dangereux de s'endormir quand on a un gros choc? Je sais pas si c'est grave ou pas, mais oui, si vous avez ce cas de figure-là, il faut essayer de stimuler la personne pour qu'elle essaye de vous répondre, justement pour éviter qu'elle perde connaissance. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un est en feu dans la rue? Tu sors et il y a quelqu'un qui a pris feu, qui est en flamme, parce qu'il y a de l'essence d'une voiture qui a, je sais pas, un bidon, un truc. Bon. Il faut essayer d'éteindre, essayer... c'est toujours facile à dire. Monsieur, allongez-vous, et puis essayez d'étouffer le feu avec des couvertures. Après, c'est compliqué dans la rue. Qu'est-ce que tu vas trouver dans la rue pour... Ton manteau? Ton manteau, essayer d'étouffer le feu. Pour l'étouffer, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ne pas jeter de l'eau. Sur les friteuses. Sur les friteuses. Ouais, sur les friteuses. C'est-à-dire sur les incendies, y a plein de vidéos de mecs qui jettent une bassine d'eau sur une friteuse. Moi, j'ai fait un voisin comme ça. Sur une poêle. Ouais, j'ai fait un voisin comme ça, sa friteuse est en feu. Et en fait, il arrive et il fout un seau d'eau sur la friteuse. Bien évidemment, tout s'embrase. Et en fait, j'entendais les cris du fils.
En fait, le fils criait « Papa, papa, papa ». Donc moi, je sors. J'habitais dans un appartement à l'époque. Et donc, je vais voir ce qui se passe. Et la cuisine, enfin, la friteuse est en feu. Le monsieur, il a les sourcils brûlés, la moustache brûlée, etc. Donc, il y avait des grandes flammes. En plus, je me souviens très bien, il y avait des tuyaux de gaz qui passaient juste au-dessus. Et en plus, il était en train de remplir un seau pour le relancer dessus. Donc, tu vois, il n'a pas compris. Ouais, non, il n'a pas compris que ça n'avait pas fait un bon effet. Et que... Parfois, les gens ne comprennent pas la première fois. Ouais, bien sûr. Bah, après, c'est toujours pareil. Si tu n'as pas de notion, si tu n'es pas formé, c'est compliqué. Et alors, si quelqu'un vient d'avaler un produit toxique, ton enfant vient de boire un truc, surtout pas bon, ne pas... tu te rends compte que merde, c'était pas la bouteille de jus, ça arrive. Hein. Ouais, bien sûr. Chaque année, il y a malheureusement des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui disent qu'il faut faire vomir, d'autres il ne faut pas faire vomir, c'est encore plus dangereux. Justement, ouais, il ne faut pas refaire vomir parce que en fait, tu vas faire repasser une deuxième fois le produit toxique dans l'œsophage, etc. Donc ça peut risquer de refaire des lésions. Non, il faut surtout pas le faire revomir. Il faut essayer d'identifier le produit et d'appeler tout de suite les secours et aussi d'appeler le centre antipoison le plus proche. Ouais. Est-ce que vous êtes assez? Il y a eu débat. Les médias, on voyait parfois passer, on n'est pas assez. Est-ce que toi, tu ressens ça? Bah nous, non. Franchement, au SMUR, on ressent pas... Le SMUR, c'est quand même un service à part, tu sais, dans l'hôpital. On est un service à part. Nous, on ressent pas le manque de personnel. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des manques de médecins. C'est surtout les médecins qui manquent. Et oui, il y a déjà eu des lignes de SMUR qui ont été fermées. Je prends l'exemple dans les Hauts-de-France, il y a déjà des lignes de SMUR qui étaient fermées l'été parce que il y avait un manque de médecins. Oui, ça arrive. Mais nous, personnellement, là, moi où je bosse, on ressent pas ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aux urgences? Ça déborde là. Ouais. Chaque année, ça augmente la durée moyenne d'attente aux urgences. Donc, il y a un manque quand même de personnel, en tout cas là-bas. Ouais. Ils disent que 17% des consultations aux urgences auraient pu être faites par un médecin de ville. Exactement. Parfois, on va aux urgences, alors que c'est pas nécessaire, mais par inquiétude aussi, qui est compréhensible sur plein de sujets. Toi, tu as déjà été au tri aux urgences? Non, nous, non. À l'accueil pour savoir si c'est tel service, machin. Non, là, moi où je bosse, on n'intervient pas aux urgences. Mais oui, effectivement, le temps d'attente, il peut parfois être long. Puis surtout quand c'est pour toi. Et quand t'as mal, forcément, t'as toujours l'impression que c'est beaucoup plus long que ce qui n'a été. Ouais, 2 heures aux urgences, c'est plus long que 2 heures chez soi. Ouais, voilà, exactement. 2 heures avec le doigt retourné. Ouais, voilà. Et puis après, il faut prendre en compte qu'il y a des priorités. Si tu y vas effectivement pour une coupure au doigt ou quelque chose comme ça, je dis pas qu'il faut pas y aller. Ces gens-là, il faut qu'ils soient vus. Et puis voilà. Mais oui, forcément, il y a une priorisation. Et puis après, il y a comme tu l'as dit, il y a des choses qui pourraient être prises de façon libérale. Avant de parler de 2 dernières anecdotes que tu as vécues, 2 interventions, est-ce que tu as déjà des gens qui ont fait des canulars, qui appellent pour faire des blagues drôles? Le 1er avril, je m'en souviens très bien, j'étais de garde. Et en fait, on est déclenché pour une fille qui est toujours au téléphone avec la régulation et qui hurle parce que son mari l'aurait poignardée. Elle est enfermée dans la salle de bain et le mari est derrière la porte et il tape, il essaye de rentrer, il essaye de continuer de l'agresser. Et donc nous, on part. Et je me souviens très bien que c'était assez loin, il y avait à peu près une vingtaine de minutes de route. Et donc on roule assez rapidement parce qu'on sait très bien ce qu'il peut y avoir à l'arrivée. Donc on prend des risques, etc. Et puis au détour d'une route, en fait, on croise un premier véhicule de pompiers, tu sais, sans les gyrophares. Bon, nous, on continue notre route. Et puis on croise une voiture de gendarmerie qui, elle, nous dit « ralentissez, ralentissez ». Et quand on arrive à sa hauteur, elle nous dit « vous allez à telle adresse ?» Oui, pour une fille qui s'est fait poignarder, etc., etc. Elle nous dit « ouais, vous pouvez faire demi-tour, c'est un canular ». Ah, putain. Ouais, donc en fait, tu vois... C'est marrant qu'il y en ait qui se disent pas, tiens, on va faire un peu chier les... Ouais, non, mais ouais, enfin, c'est... Faire un canular. Ouais, non, mais oui, ouais, il faut vraiment se faire chier, quoi. Et t'en as qui racontent n'importe quoi pour que tu viennes. Genre qui ont, je sais pas, un mal de dos, qui vont, ou un mal, voilà, ils ont pas envie d'aller aux urgences, faire 2 heures de queue, et ils vont dire, ah, il y a quelque chose de grave, là, ouais, bien sûr. Respire plus. Et c'est même plus sournois, parce qu'il y a des gens, ils connaissent
ils connaissent, tu sais, les mots-clés, tu sais, qui vont te faire déclencher un moyen de secours, tu sais. Je suis oppressé dans la poitrine, je viens de faire un effort, j'ai déjà eu ce type de douleur, je faisais un infarctus, etc., etc. Et oui, il y en a qui connaissent. Après, il y en a bien évidemment qui se connaissent aussi et qui, effectivement, ils ont déjà eu cette situation-là à juste titre et on revient pour le même motif. Mais il y en a aussi qui connaissent les mots-clés pour te faire venir et finalement, ça nécessite. T'as des mecs que t'as sauvés plusieurs fois? Plusieurs fois, sur lesquels tu es déjà intervenu? Oui, il y a des gens, oui, forcément, il y a des chroniques, forcément, des gens qui appellent, oui, parce qu'on les fait régulièrement. Notamment, il y a des gens qui appellent parce qu'ils retrouvent une personne inconsciente, et puis on y va, et puis c'est toujours la même personne, en fait, qui simule. Ouais, on a des simulateurs aussi. Bien sûr, ouais. Oui, est-ce que vous pouvez venir? Il y a un monsieur qui est inconscient sur la voie publique, et quand tu interviens, c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. Il simule. Et son kiff dans la vie, c'est ça, c'est de simuler. Il est allongé par terre. Ouais, c'est ça, en fait. Il a trouvé sa façon d'exister. Ouais, à mon avis, ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, il est dans un parc, d'un seul coup, il fait semblant de s'effondrer, donc tu as toujours des gens autour. Il y a des mecs qui font ça? Ouais, mais bien sûr, oui, des chroniques, on en fait, oui, régulièrement. Des chroniques? Mais oui, bien sûr. Mais tu les engueules pas, ces mecs-là, au bout d'un moment, tu fais, oh gars. Ouais, oui, ouais, bien évidemment. Après, tu vois, tu as toujours un devoir de réserve en disant... Devoir de réserve de quoi? Ton sketch, t'arrêtes? Ouais, à un moment donné, bah oui, mais on essaie de tomber dans le parc pour que les gens carrément, s'occupent de lui? Ouais, carrément. Ouais. Il fait semblant d'être inconscient. Je savais pas que ça existait, ça. Ah si, bien sûr. Et il y a pas que lui, malheureusement. Mais oui, ouais, bien évidemment. Mais après, tu essaies de lui faire comprendre que le temps qu'on passe avec lui pour rien, eh ben, ça pourrait nécessiter pour quelqu'un d'autre. Bon, deux petites interventions pour terminer, si tu veux bien, Thomas. Première, sur un tournage de film pour adultes. Exactement. Tu vas intervenir dans la ville dans laquelle tu étais, on ne va pas la citer, mais comment tu te retrouves sur un tournage de film X? En fait, si tu préfères, on est déclenché pour une chute sur voie publique, d'un balcon, a priori. Et en fait, quand on arrive, il y a déjà les pompiers sur place qui ont déjà couvert les victimes. Et quand il y a le médecin qui se présente pour ausculter, pour voir un peu ce qui se passe, il lève les couvertures de survie. On s'aperçoit qu'ils sont tout nus, les deux. Et en fait, à ce moment-là... Sur un balcon? Non. Non. Est tombé. En fait, si tu préfères, ils étaient en train de faire leur petite affaire sur le balcon et ils ont basculé en arrière. Et en fait, quand on arrive, il y a quelqu'un de l'équipe de tournage, je ne sais pas exactement comment ça se passe, et en fait, il vient tout de suite nous voir. Et tu sais, quand c'est comme ça, avec l'adrénaline, la peur, etc., les barrières tombent. Ils nous disent, bah voilà, on est en train de tourner une scène pour adultes de façon tout amateur. En fait, ils étaient en train de s'affairer sur le balcon et on n'a pas réussi à les rattraper. Ils ont basculé, on n'a pas réussi à les rattraper. Et en fait, et voilà. Ils sont blessés fort ou non? Non, c'était que de la traumatologie, des fractures, etc. Tu as eu une intervention aérienne pour sortir une femme. Oui. En fait, on est déclenché pour un renfort brancardage. C'était des ambulanciers privés sur place. Et quand on arrive avec mon collègue, on voit que... effectivement, si on doit évacuer la dame, ça ne va pas passer. Déjà par la configuration des lieux. C'est un appartement où il y a c'est quand même exigu, etc. Qu'est-ce qu'elle avait? Et en fait, c'était une dame qui faisait 280 kilos. Et en fait, elle était alitée, je me souviens très bien, et elle avait un fils qui était là et qui fumait, mais vraiment comme un pompier. On arrive, on ouvre la porte, et en fait, ça fait vraiment un brouillard de fumée, tu sais. Et je leur dis, mais attendez, déjà, première chose, on va ouvrir les fenêtres pour essayer d'évacuer un peu la fumée, parce que là, c'est juste irrespirable, surtout moi là, qui fume pas, je suis vachement sensible à ça. Et en plus, il fumait, et sa maman, elle était sous oxygène. Et donc, on voit effectivement la dame, et on se dit, ah ouais, effectivement, on n'y arrivera jamais à 4, quoi. On n'y arrivera jamais à 4. Et donc, on appelle les pompiers en renfort qui vient avec une échelle aérienne, tu sais. En fait, c'est le groupe d'intervention, tu sais, on appelle ça le grimpe, tu sais, en milieu périlleux. Et en fait, ils ont dû harnacher des choses et tout pour pouvoir la passer par la fenêtre et pouvoir la descendre. Ah, ils l'ont sortie par la fenêtre? Ah, ils l'ont sortie par la fenêtre, ouais. Non, mais de toute façon, elle ne serait jamais repassée... Avec un élévateur comme un déménagement là, non? En fait, non, et là, ils l'ont mis dans une sorte de barquette, tu sais. Une sorte de barquette, ils ont fait des... Comme une civière qui descend. Ouais, voilà, exactement, c'est exactement ça, ouais. Ils l'ont mis là-dedans et ils l'ont descendu. C'était vachement c'est pas facile à sortir. Ouais, en plus, ils sont restés pas mal de temps. Ouais. Et en fait, nous, comme on servait à la fin avec mon collègue, on est reparti parce qu'eux, ils sont spécialisés dans ça. Donc, et en fait, ça, on l'a appris dans la presse. On l'a appris dans la presse après qu'elle avait été sortie par la fenêtre, etc. Et le poids de la dame. Vous intervenez en prison ou pas, le SMUR? Ouais.
On intervient en prison quand il y a dans la ville une maison d'arrêt ou une centrale. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait une intervention comme ça, un peu glauque. On part pour un monsieur qui est, un détenu qui est en arrêt cardio-respiratoire parce qu'il a mis le feu à son matelas, tu sais. Donc, quand son propre matelas dans sa procédure. Exactement. Et en fait, quand on arrive, les pompiers sont en train de faire la réanimation cardio-pulmonaire, on fait tout ce qu'on peut, etc. Et finalement, on ne le récupère pas. Donc voilà. Et donc on récupère notre matériel, etc. Le médecin fait le certificat de décès. Et au moment de repartir, en fait, il y a le surveillant de prison qui claque la porte comme ça et qui dit « Bon, de toute façon, c'est pas une grosse perte, c'était un fil. » Et là, c'était assez particulier. Ouais. C'était assez particulier. On se dit, ah, d'accord, ok. Merci de nous avoir raconté tout plein d'anecdotes. Thomas du SMUR, je dis pas ton nom, comme ça on garde un peu de... Voilà, pas de secret ni d'anonymat, parce que de toute façon, il y a ton visage. Oui, bien sûr. Mais comme ça, on essaie on n'a pas dit la ville, on sait que tu viens, on va dire, dans les Hauts-de-France. Voilà, dans les Hauts-de-France. Ouais. Et merci en tout cas de nous avoir raconté tout ça. Sur le métier du SMUR. Bravo pour ce que tu fais. Bravo à tous les gars et toutes les femmes du SMUR qui bossent au quotidien. Et puis tout le personnel médical qui aide à faire tourner tout le système. Merci à tout le monde d'avoir bossé sur l'émission, toute l'équipe. On se retrouve 3 fois par semaine sur Légende, le mercredi, le vendredi et le dimanche. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment, ça nous aide beaucoup. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus on a des invités différents, comme toi d'ailleurs, Thomas, qui t'es inscrit directement par mail. Il suffit juste de nous envoyer un email si vous voulez venir sur le même siège que Thomas aujourd'hui. Il suffit juste d'envoyer sur contact@legendegroup.fr un mail avec quelques anecdotes que vous voulez raconter dans l'émission avec votre numéro de téléphone. Si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire, si vous avez un métier extraordinaire, si vous arrivez une galère, un truc exceptionnel à raconter, vous êtes tous les bienvenus ici sur Légende et on se retrouve très vite en tout cas pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!